je vais faire rapidement une présentation des différents intervenants et je vais commencer par ma droite. Voilà. Gérard Collin et Gérard Pellissier qui représentent l'association Les Jardins familiaux, les Jardins de Gindre à Villeurbanne, hein, c'est ça. Voilà. Ensuite, Loïc Rigaud qui représente l'association VRAC, c'est le responsable de l'association, enfin l'antenne lyonnaise, c'est ça. Voilà. Dounia Sadek, vous vous présenterez tout à l'heure, et donc vous participez à un programme spécifique qui vous sera décrit. Élodie Landouin, présidente chargée de projet du développement durable au sein de la Fédération des centres sociaux du Rhône et de la métropole. Je continue. Diana Marronnier, vous êtes chargée de sensibilisation de l'association Ardab. Vous nous expliquerez effectivement en quoi ça consiste. Docteur Cellier, nutritionniste, médecin au centre Léon Bérard. Et enfin, Jérémy Camus, vice-président à l'agriculture, l'alimentation, résilience du territoire de la métropole de Lyon. Je vous laisse la parole. Jérémy Camus. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, la bienvenue à ceux que je n'ai pas pu croiser. Bienvenue dans cette cité internationale. Heureux de voir qu'elle fonctionne bien dans ce mode-là de conférences et de stands et de rencontres des acteurs. Moi, ce que je voulais vous donner, c'est surtout une introduction, un peu un diagnostic de là où on en est sur la métropole de Lyon, en termes d'accessibilité alimentaire, en vous donnant des chiffres que certains connaissent peut-être déjà, mais une étude qui avait été menée il y a quelques années maintenant sur la précarité alimentaire. Déjà, on se souvient tous, malheureusement, des files d'étudiants qui s'allongent dans les rues de Lyon pendant la pandémie, qui allaient chercher leur colis alimentaire. On a vu l'offre de colis alimentaires augmenter, mais qui était bien en dessous du besoin qui a explosé dans notre pays globalement, et encore plus au sein de métropoles comme la nôtre. Un chiffre qu'on a depuis quelques années maintenant et qui a dû du coup augmenter depuis ces derniers mois, c'est que déjà 30%, un tiers de la population de la métropole déclarait ne pas avoir les moyens de se nourrir, de bien se nourrir. C'était leur mot. Un tiers de la population, 1 400 000 habitants sur la métropole. Et puis un chiffre peut-être encore plus dur à accepter, c'est qu'un quart des personnes qui avaient été interrogées déclaraient ne pas se nourrir à sa faim sur la métropole de Lyon. Donc il y a un vrai défi qui est porté aujourd'hui par cette collectivité, qui a cette compétence d'aller vers ce champ social de lutte contre les précarités alimentaires. Et on a décidé de faire de cette cause, la lutte contre les précarités alimentaires, l'un des 2 piliers de cette feuille de route sur l'alimentation. Et donc moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est, comme vous, d'entendre des acteurs qui, eux, n'ont pas attendu qu'une collectivité se mette en mouvement sur ce sujet pour prendre à corps le sujet et proposer des choses très concrètes pour les habitants et les habitantes qui en ont besoin. Et là, vous allez avoir un panel d'actions à la fois dans la production, dans la distribution, dans l'organisation même de la distribution de cette alimentation au plus proche. Et il nous reste un défi, en fait, c'est de rendre cette alimentation saine et durable, en quelque sorte. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas une accessibilité forte à cette alimentation puissent en plus avoir une accessibilité à des produits sains pour la santé, en sachant que finalement, et le docteur, vous allez le dire tout à l'heure, mais en agissant sur l'alimentation, on agit vraiment au bas de la pyramide de Maslow, la fameuse pyramide survivre, s'alimenter pour survivre. Mais en fait, on agit surtout un peu plus haut, c'est comment on reste en bonne santé. Puis un autre pilier, moi, qui est important, c'est à travers l'alimentation, comment aussi on regagne du social, c'est-à-dire de l'interaction sociale. Et ici, vous êtes au sein de la Cité internationale de la gastronomie qui porte un grand projet, c'est le repas gastronomique français, qui n'est pas tant ce qu'il y a dans l'assiette que le temps de partage autour du repas et ce qui génère en termes de société à travers simplement le fait de s'alimenter. Donc il y a la nutrition, la santé, et puis il y a l'aspect comment on fait société à travers notre assiette. Et vous êtes tous et toutes concernés, et on est tous et tous très frustrés depuis des mois maintenant avec la pandémie, de ne pas se retrouver avec des gens autour d'une table, partager la cuisine, partager la dégustation, et puis ensuite digérer tranquillement dans un jardin avec les amis. Donc voilà, et peut-être une dernière chose à vous dire, ou plutôt je reprendrai la parole à la fin en rebond, pour vous dire comment nous on essaye d'accompagner ces démarches-là, et comment vous pouvez venir aussi à nous pour nous proposer des actions qui nous permettent d'avancer sur ce sujet. Voilà, j'arrête là maintenant. Merci. Merci donc, à vous. Avant effectivement de laisser la place aux témoins et aux acteurs du terrain, Docteur Cellier, vous vouliez justement apporter des précisions sur cette thématique. Oui, enfin, un rapide éclairage sur l'angle médical.
Il est évident que la paupérisation, la pauvreté, la non-accessibilité à une nourriture de qualité a des impacts énormes sur la santé. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, le premier budget d'un ménage, c'est l'achat de la nourriture. Ça peut être parfois le deuxième, mais plus on accède à des familles en difficulté, plus le budget alimentation est important. Et il est évident que le double paradoxe, c'est que non seulement il est plus important que dans des milieux plus aisés, mais en plus, c'est le premier budget qui va être sacrifié aux dépens d'autres budgets. On ne pourra pas sacrifier le logement, on ne pourra peut-être pas sacrifier la voiture pour aller travailler, mais on sacrifiera l'alimentation. Alors, l'impact sur la santé, c'est pas l'objet de la table ronde et je le développe pas, mais il est énorme. Et il suffit de regarder une cartographie et la superposition entre les gradients nord-sud que l'on rencontre en termes d'obésité, en termes d'alcoolisme, en termes de malnutrition, obésité et malnutrition, la corrélation elle est très vite faite. Et là, on se rend compte de l'injustice et de l'inéquité qu'il y a au niveau de l'acquisition. Alors bravo à toutes ces démarches, parce que c'est vrai que nous, en aval, en santé, on voit les dégâts que peut produire la non-accessibilité à une alimentation saine et équilibrée. Il y a 3 leviers sur lesquels on peut agir. Il y a véritablement un levier de connaissance. Je pense qu'il est important de pouvoir donner la chance à tous d'avoir un minimum de connaissances, par exemple, savoir regarder le prix du kilo par rapport au prix facial d'un aliment qu'on va acheter. Et rien que là, cette démarche de connaissance peut permettre d'éviter des erreurs et faire des économies. Après la connaissance, il y a le prix. Il est évident que si le prix baisse, que ça soit du bio, du non-bio et de la nourriture de qualité, ça sera accessible à un plus grand nombre de personnes et on rencontrera moins de difficultés alimentaires chez des gens qui ne peuvent pas se nourrir. Vous avez cité ce matin les étudiants et nous, on en voit en cancérologie. Et là, on est vraiment désolé parce qu'avec le traitement, il faudrait aussi apporter une réponse à la nutrition. Avec connaissance, avec la notion de prix, je terminerai là-dessus, il y a la notion de proximité. C'est sûr que si on met tous les processus d'achat à l'extérieur de la ville, dans des grandes surfaces, où les gens remplissent leur caddie en début de mois quand ils ont des sous, et quand ils n'ont plus de sous, ça pose des problèmes. Peut-être que réduire les circuits, permettre l'accessibilité plus ponctuelle, fera moins de gâchis, mieux de connaissances et une meilleure nutrition. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect santé, équité et justice alimentaire. Et bien justement, je crois qu'il y a une expérience qui va tout à fait dans ce sens-là, si je l'ai bien compris. Donc Diana, est-ce que vous pouvez justement expliquer le projet que vous avez mis en place il y a déjà quelques années, je crois, hein ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être présente aujourd'hui pour pouvoir vous présenter justement un dispositif d'accompagnement de changement de pratique alimentaire qui est le défi foyer alimentation positive. Normalement, il y avait une petite présentation, voilà. Donc, je dis nous parce que je présenterai ce dispositif avec Élodie Landouin de la Fédération des centres sociaux, avec qui on co-anime ce défi. Et puis, il y a également Dounia Sadek, qui est une ancienne participante du défi, qui viendra témoigner de son expérience. Donc, juste vous présenter rapidement qui est l'ARDAB. Donc, on est une association de développement d'agriculture bio. Donc, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans par des producteurs, avec une vision transversale du développement de l'agriculture biologique pour développer des projets et des filières sur les territoires. Donc on travaille avec les producteurs, mais aussi avec les consommateurs. On est 11 salariés, 438 adhérents, et on appartient à un réseau national qui est la FNAB. Bonjour à tous. Alors, Élodie Landouin de la Fédération des centres sociaux. Donc, la fédération regroupe 66 structures de proximité, donc centres sociaux sur la métropole de Lyon, et des structures qui sont fortement engagées sur le volet alimentaire, alors notamment parce qu'ils gèrent aussi de la restauration collective, mais en dehors de ça, parce qu'ils accompagnent des projets autour de la précarité alimentaire, et ils sont 75% en tout cas à s'engager sur l'alimentation et à porter un projet d'alimentation au sein de leur structure. Donc on y reviendra après sur le volet défi FAP. Alors le défi FAP, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un défi qui a été initié en 2012 sur le territoire de Lyon avec pour objectif de montrer qu'une alimentation saine et responsable ne coûte pas plus cher. Parce que souvent quand on parle de bio, qu'est-ce qui vient derrière ? C'est que ça coûte trop cher. Donc on a voulu démontrer l'inverse et aujourd'hui c'est un projet qui est porté nationalement par notre réseau, donc vous pouvez faire un défi dans toute la France.
Le public qu'on cible à travers ce défi, c'est un public qui va être éloigné de la thématique de l'alimentation saine et responsable pour des raisons qui peuvent être diverses. D'où le travail qu'on mène avec la Fédération des centres sociaux pour pouvoir aller mobiliser des centres sociaux et donc essayer de toucher des foyers qui vont être plutôt éloignés. Depuis 2012, sur le territoire de la métropole, on a accompagné 1500 personnes sur 18 communes. Donc on accompagne tout type de personnes, c'est ouvert à tout le monde. L'objectif, c'est d'avoir des équipes qui soient composées de 8 à 12 foyers pour avoir une belle dynamique. Et donc l'accompagnement se fait sur une période de 8 mois. Je vais un petit peu vite, je suis désolée. Alors l'objectif du défi, donc, ça va être de permettre aux participants d'aller vers une alimentation qui sera davantage biologique, de saison, locale, sans augmenter son budget. Donc à travers ce défi, ils vont pouvoir s'interroger sur leurs habitudes alimentaires et leurs habitudes d'achat pour tenter de les faire évoluer. Ils vont aussi se faire plaisir en mettant en pratique ce qu'on leur aura transmis dans le cadre de cet accompagnement. Et puis, ce défi se fait en collectif. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que quand on veut changer ses pratiques alimentaires, quelquefois, ça peut être un peu démotivant de le faire seul. Donc, par le collectif, les participants vont pouvoir échanger sur des bonnes pratiques, sur des recettes. Ils vont réaliser les ateliers ensemble. Et donc, il y a une dynamique et du lien qui se crée au sein de ce défi. Et puis, bien évidemment, à travers le défi, l'objectif, ça va être de découvrir l'agriculture bio et locale du territoire. Donc, c'est un challenge qui est à relever en équipe. Nous, ce qu'on va regarder, c'est l'évolution qui aura été faite au sein de ce défi. Donc, on invite les participants à faire des relevés d'achats alimentaires. On va également les inviter à participer à des temps forts pour leur permettre d'avoir les clés d'une alimentation saine et responsable. Je vous présenterai rapidement ce que c'est. Et puis, on les invite bien évidemment à créer une dynamique collective pour pouvoir tenir sur la durée. Donc, à travers le défi, ils vont regarder un petit peu les aliments qu'ils consomment, l'origine des aliments, la qualité, les lieux d'achat. C'est un exercice qui permet aussi d'aller vers ce changement de pratique. Donc, comme j'ai dit, il y a des temps forts dans le cadre du défi pour rythmer l'accompagnement. Donc, ces temps forts, ça peut être des ateliers pratiques comme de la cuisine, du jardinage, des ateliers anti-gaspi. Ça peut aussi être des temps d'échange sur la diététique, sur le jardinage. On va aussi rencontrer des producteurs du territoire. Et puis, on invite tous les participants à être force de proposition en fonction de leur savoir-faire, de leurs connaissances. Ils peuvent proposer des actions un petit peu plus en autonomie. Donc, on travaille avec des associations du territoire sur ces temps forts. Alors, qu'est-ce que permet l'accompagnement ? Donc, depuis 2012, on a évalué que la part d'achat en produits bio sur le défi, elle augmente de 19 points entre le début et la fin, avec un coût de repas, lui, qui baisse de 16 centimes, et une part des achats en circuit court qui passe de 16% à 25,5%. Au niveau de la répartition des lieux d'achat, donc au début du défi, majoritairement, les participants ils font leurs courses en supermarché, mais on voit qu'au début du défi, la part en supermarché est plus importante, et qu'en fin de défi, cette part, elle diminue au profit de la part d'achat auprès des producteurs. Et enfin, on les questionne un petit peu aussi sur le changement que va initier le défi dans leur pratique au quotidien. Donc, ce qui ressort, c'est qu'ils vont porter plus d'attention à l'origine des matières premières, ils vont éviter les pertes et le gaspillage, vont diversifier leur lieu d'achat, acheter plus de produits frais, plus de produits de saison aussi, et puis ils vont s'intéresser à la manière dont sont produits les aliments. Voilà, alors Diana l'a dit, on travaille en partenariat ARDAB, Fédération des centres sociaux, parce que ce dispositif qui est donc le défi FAP, on l'a dit, il y a des freins qui existent à l'accès à l'alimentation de qualité, des freins autour de l'accès économique, mais aussi l'accès physique, par les problématiques de mobilité, mais aussi de possibilité d'accéder aux produits sur son territoire. Il y a des freins en termes de temporalité, entre sa temporalité du quotidien ou la temporalité de l'urgence dans laquelle on vit et la temporalité du changement ou en tout cas des défis qui sont à relever. Et puis, il y a aussi la question de la représentation de l'alimentation de qualité. Un produit bio, est-ce que c'est vraiment pour moi ? Finalement, non, ce n'est pas pour moi, c'est plutôt pour des personnes qui auraient les moyens de se l'acheter. Du coup, le défi FAP représente un vrai levier dans ce sens-là où il permet de partir des savoirs des gens, de valoriser là où ils en sont et ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent faire déjà, ce qu'ils mettent en œuvre pour accéder à cette alimentation-là.
Ça permet aussi d'entrer par de multiples portes. On se questionne sur son alimentation, pas forcément que parce qu'on veut manger de la qualité, mais aussi parce qu'on a des problématiques de santé, parce qu'on a des problématiques économiques, parce qu'on a envie de faire avec ses enfants, parce qu'on a envie aussi d'y trouver de la convivialité et du plaisir, et de revenir aussi à ce plaisir de manger. Et puis, voilà, Diana le disait, il y a des temps collectifs, ils sont importants, ils permettent le partage de l'alimentation, mais aussi le partage des connaissances. Et puis, le défi FAP, il permet aussi l'expérimentation, de passer par l'action et de faire ses preuves, en fait, d'agir. Et en fait, si on devait conclure, mais c'est Dounia qui nous donnera son expérience, le défi FAP, c'est vraiment permettre aux gens de découvrir et mobiliser les ressources pour pouvoir agir sur sa consommation et agir sur son alimentation quotidienne. Alors Dounia, justement, racontez-nous un petit peu votre expérience. Bonjour à tous. Alors moi, je suis ici parce que en 2018-2019, j'ai eu la chance justement de participer à ce défi au sein du Centre social Arc-en-Ciel de Saint-Fond, et il me semble que c'était la première fois pour Saint-Fond. On avait constitué une équipe de 10 foyers dont j'ai volontiers occupé la place de capitaine, ce qui était très rigolo. Et tout au long de cette année, l'aventure s'est égrenée en plusieurs ateliers, des ateliers de cuisine végétarienne, de visites de fermes bio, de réunions d'échange, de visions de films sur le thème. Et tout cela m'a permis de rencontrer d'autres personnes de ma commune, de milieux sociaux et culturels différents, et ainsi de constater les difficultés auxquelles d'autres pouvaient être confrontés, mais aussi tout simplement de créer du lien social. Cette aventure m'a également permis de prendre le temps de digérer des informations fondamentales pour le reste de ma vie, et notamment sur l'éducation alimentaire de mes enfants. Via cette intelligence collective de groupe, dans le respect, dans l'écoute de chacun, grâce au cadre bienveillant du centre social, on a pu mener une réflexion en profondeur sur l'impact à court terme, donc sur notre porte-monnaie, à moyen et à long terme, c'est-à-dire sur la santé de notre foyer, de la façon dont on avait de s'alimenter. Alors on a pu parfois, souvent, dénouer ce qui tenait de nos croyances, nos habitudes, nos craintes fondées ou infondées, nos ignorances dans notre consommation alimentaire. Chacun a pu s'exprimer tout en se sentant respecté, et bien que ce fût la crainte pour certaines d'entre nous au début de l'aventure, nous ne sommes pas tous devenus véganes à la fin, mais beaucoup plus conscients en tout cas de notre pouvoir, de notre impact en tant que consommateurs sur notre santé notamment. Du coup, rien que pour ça, je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de bénéficier de cette expérience, car grâce à ce projet, toute ma famille a été mise à contribution. Alors, mes enfants ont pu bénéficier de visites à la ferme, alors qu'on est des purs citadins, vu qu'on vient de Saint-Fond. Mais pas que, on a pu réfléchir ensemble à notre forte consommation de viande, par exemple. Et Dieu sait à quel point c'est compliqué de changer une consommation qui est ancrée depuis peut-être des générations. Mais on a revu notre consommation à la baisse, et on continue toujours à le faire, puisque maintenant on est convaincu de ce choix. Ainsi, pour vous donner un exemple, on est passé d'une consommation quotidienne à hebdomadaire, et du coup, ça a pu libérer du budget pour autre chose. À partir de cette expérience, on est désormais plus attentif à choisir des produits de qualité, et le prix n'est plus le seul critère qu'on prend en compte, du coup. On est sensible effectivement à la provenance des produits, et on favorise du coup les productions locales, ou régionales du moins. Et on sait maintenant lire les étiquettes au dos de chaque produit, et ça, c'est une grande nouveauté pour nous. Du coup, par ailleurs, la consommation de soda et de bonbons, on la limite aux occasions. Voilà. J'apprends à cuisiner mes plats, j'achète qu'exceptionnellement des plats de grande surface, même si ma formation de cuisinière reste à parfaire, je l'avoue. J'ai bien pensé à m'abonner à des paniers de produits bio hebdomadaires, mais je me suis rendue à l'évidence, pour l'instant, je n'ai pas les qualités de cuisinière qu'il faut. Les paniers restent d'autre part encore peut-être un peu chers pour la large majorité des citoyens symphoniards, mais voilà. En conclusion, grâce à ce projet, plusieurs graines ont été semées, et depuis 2018-2019, elles continuent à germer. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Dounia. Juste une question. Vous avez fait allusion à vos enfants. Est-ce qu'ils avaient déjà été un peu sensibilisés, notamment à l'école, sur la production bio, sur la protection de l'environnement, sur les déchets alimentaires? Est-ce qu'ils avaient déjà eu une approche? Alors oui, notamment sur le tri des déchets, par exemple. Ça, on en a beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que les enfants
sont assez efficaces pour remonter l'information jusqu'aux parents. Donc là, oui, pour le tri des déchets, effectivement. Et puis à la cantine, ils mangeaient du bio, mais voilà. Après, comment mettre en application ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison, c'est tout un fossé que du coup, le défi a permis de surmonter, quoi. Très bien, merci beaucoup. Loïc Rigaud, vous avez également une très belle expérience à nous dévoiler avec l'association VRAC qui a été créée il y a quelques années, d'abord localement et puis ensuite qui a pris, je crois, une dimension nationale. Donc je vous laisse la présenter. Il y a, je crois, une vidéo déjà. Avec un peu de son, ça serait pas mal, je pense. Allez, on recommence. On a dû compter à 10 € le kilo, donc je vous mets au défi de trouver ça dans les grandes surfaces, surtout à cette qualité. Le chocolat, donc on a pareil, un chocolat bio-équitable, parce que la nourriture c'est aussi le plaisir, c'est pas juste se remplir le ventre, on revend au prix d'achat. Donc là, quand je vous parlais du comté à 10 € le kilo, ou de l'huile d'olive, qui est une huile d'olive bio, extra vierge, qui vient de Catalogne, elle coûte 6 € le litre, on l'achète 6 € le litre, on la revend 6 € le litre. On ne marge pas, sinon ça deviendrait trop cher pour nos adhérents. Alors j'ai pris 1 litre de liquide de sel à diluer, j'ai pris un savon au lait d'ânesse, une plaquette de beurre à 250 grammes à 1,50 €. Du coup, on le trouve bien plus cher ailleurs. Alors pour moi, bio, c'était pour les personnes un peu plus aisées. Là, on est sur Saint-Fond, c'est quand même un quartier populaire. C'est une association qui a planté ici. Honnêtement, je la vois depuis très longtemps, mais jamais je me suis arrêtée. Je pensais même que c'était pour des dons alimentaires, en passant devant. Et au final, en s'y intéressant un peu plus, on voit que le bio est accessible à tout le monde. Saint-Fond, c'est une commune de l'Est lyonnais qui a quand même la particularité d'être quasiment entièrement en politique de la ville. Donc c'est plutôt une ville qui est très pauvre. Donc c'est important pour VRAC d'être dans ces lieux-là. Aujourd'hui, il y a une alimentation à deux vitesses. Il y a les personnes qui peuvent bien consommer, qui ont les moyens, qui peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, s'entretenir physiquement et être en bonne santé. Et malheureusement, il y a les plus pauvres qui sont souvent même victimes d'une double peine. Quand on habite dans les banlieues, dans les quartiers populaires, on n'a évidemment pas les moyens d'accéder à des bons produits. Et même si on avait cette volonté, et même si on en avait les moyens, on vit dans des déserts alimentaires où on doit acheter ce qui coûte le moins cher pour pouvoir manger. Donc on retrouve des problématiques d'obésité, de diabète. Pendant le confinement, je ne suis pas du tout allée en grande surface, d'ailleurs j'y vais pratiquement plus. On est allé au marché et en boutique bio. On a vu quand même sur le budget, non, ça coûte cher. Aller dans une boutique bio, ça coûte cher. On dit beaucoup, oui, mais du coup, il faut manger moins de viande, moins de ci, moins de ça, on rééquilibre autrement, etc. On fait d'autres choix et du coup, c'est possible. Moi, je trouve je trouve ça un peu des fois se ficher de la figure du monde en fait, parce qu'il y a des gens, ils ont déjà un budget tellement réduit qu'ils ne peuvent pas. Quand on a le RSA ou quoi, c'est quand même vraiment excessivement compliqué de nourrir sa famille en mangeant du produit bio. C'est pour ça qu'il y a besoin de choses comme VRAC. J'ai pris 5 kilos de oui, 5 céréales. C'est de l'avoine. Oui. C'est de l'avoine pour mes chevaux. Je mets sur mon balcon. Je mets VRAC tout court. Oui, VRAC tout court. Merci. Loïc, alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe justement dans notre région là. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Voilà, en quelques mots, j'ai voulu passer cette vidéo parce que
l'intérêt avec ces nouvelles boîtes de journalisme, c'est qu'ils arrivent à faire des formats courts avec du contenu assez explicite. Donc vous l'aurez compris, VRAC propose une alimentation de qualité, durable, à des prix très intéressants, des prix raisonnables, comme on dit. Voilà. Le désintérêt de ces vidéos, c'est qu'elle n'explique pas forcément tout le projet associatif qu'il y a derrière. Donc je vais essayer de vous le présenter. Un projet politique qui est quand même la réduction des inégalités et aussi de lutter pour une démocratie alimentaire pour tous et toutes. Donc VRAC, c'est un projet qui est né en 2014, donc de Boris, que vous avez pu voir sur la vidéo, et d'une rencontre avec un bailleur social, S Métropole Habitat, qui est présent sur l'agglomération, et la Fondation Abbé Pierre, qui, dans le cadre de son programme de lutte contre la précarité et l'isolement, a soutenu le projet à son origine. Le constat de départ, il a été dit tout à l'heure, c'est une réalité, c'est qu'on ne peut pas manger, avoir accès à des produits de qualité quand on n'a pas d'argent. Et donc le premier poste de réduction, c'est l'alimentation, du moins un des premiers. Voilà, un deuxième constat, c'était les fameux déserts alimentaires dont on parle, où aujourd'hui on se retrouve sur un certain nombre de territoires qui ne sont pas uniquement les quartiers populaires, mais on en retrouve d'autres bien sûr dans les campagnes, où on n'a pas trop le choix que d'aller au supermarché ou à la structure de hard discount pour acheter une alimentation et qu'on ne trouve pas cette offre de qualité sur le territoire. Donc très rapidement, des groupements d'achat ont été montés sur 3 territoires au départ, Vent-en-Velin, La Duchère et Vénissieux, voilà, en 2014. Et donc depuis, le projet a avancé, a fait des petits, et est présent maintenant sur 17 groupements sur la métropole. Donc on a plus de 1000 foyers adhérents. J'insiste sur le foyer et pas nombre de personnes, parce qu'on touche l'ensemble du foyer qui adhère à l'association. Et puis on a un réseau national d'une douzaine d'antennes maintenant. Ça a encore augmenté depuis la vidéo, et avec plus de 10 000 personnes impactées sur la France. Boris en parlait, c'est aussi un moyen de lutter contre une alimentation à 2 vitesses. Il y a quand même une dynamique qui est enclenchée depuis quelques années sur l'alimentation durable, mais une dynamique qui laisse clairement les plus pauvres en dehors. Et donc le projet de VRAC, c'était aussi de raccrocher dans le wagon de cette dynamique aussi les habitants les plus pauvres, avec un projet aussi dans le futur de s'implanter sur les quartiers ruraux. En 2 mots, sur le modèle financier, parce que c'est souvent ça que les gens nous demandent, de l'association. Donc on a des groupements présents sur les quartiers politiques de la ville de la métropole. Le principe étant que finalement de réunir les gens et d'acheter en grande quantité, ça permet de réduire les coûts en faisant des économies d'échelle sur un certain nombre de produits, sur la distribution, sur le transport. Une réduction aussi donc, des coûts par le fait d'acheter directement en circuit court, donc pas d'intermédiaires ou peu d'intermédiaires, parce qu'il y a certains produits on est obligé, pour certains produits transformés, donc en direct avec des producteurs qu'on connaît, des produits qu'on connaît aussi, et des adhérents qui connaissent également nos producteurs. Une réduction des coûts superflus, parce qu'on achète en vrac, donc dans des grands emballages, et c'est finalement les adhérents qui vont eux-mêmes mettre dans des petits emballages, un moyen clairement de baisser finalement la mise en conditionnement des produits. Et enfin, c'est le plus important, nous vendons ces produits à prix coûtant sur les quartiers. Tout ça est permis parce que VRAC du coup fait subventionner, je dirais, le prix de fonctionnement et les salaires des salariés par la subvention publique, par les collectivités, par l'État, par la métropole, sur la métropole de Lyon, en tout cas sur le territoire, et par les fondations privées aussi qui soutiennent le projet. En quelques mots sur les produits qu'on peut proposer, on est sur des produits d'épicerie essentiellement, des produits secs, des produits frais, pas en grande quantité parce que du coup, vous le verrez, on distribue finalement ces produits dans des centres sociaux, des MJC, et il n'y a pas la structure nécessaire pour accueillir le frais en respectant les normes sanitaires. Donc on a un frigo souvent disponible, donc on a quelques produits frais, et puis des cosmétiques et des produits d'entretien et d'hygiène aussi qui sont très demandés par les adhérents. Le fonctionnement,
Le principe, c'est que les adhérents commandent en ligne 15 jours avant, donc sur un logiciel en ligne qui s'appelle Cagette. Et puis, on peut aussi commander lors des permanences dans les centres sociaux, l'MJC contient 15 jours avant, pour les personnes qui n'ont pas de connexion numérique ou qui ne souhaitent pas l'utiliser. Pendant le confinement, ça a été par téléphone, ça a bien fonctionné. On s'est adapté aussi. Voilà, et après, le principe, c'est que donc les gens choisissent finalement les produits qu'ils souhaitent. On n'est pas sur un format de panier. Et après, ils viennent sur les distributions 15 jours plus tard, donc sur les lieux. Et chacun son tour est bénévole, je dirais, sur le jour même pour distribuer, récupérer ces produits et préparer aussi, je dirais, un peu la dynamique associative qu'il y a au quotidien. Merci, parce qu'il faut laisser aussi le temps de parole aux autres participants. Alors, nous, on a donc Gérard Pellissier, voilà. Gérard Pellissier et Gérard Collin. Donc, vous représentez le mouvement des jardins familiaux, qu'on appelle famille aujourd'hui. Avant, c'était les jardins ouvriers, qui étaient très nombreux, notamment dans la région lyonnaise. Racontez-nous votre histoire. Alors, notre histoire est en quelques minutes. Oui, je vais faire court. On remonte aux années 1897, où on retrouve les premières associations de jardins ouvriers, comme vous l'indiquiez, donc qui ont été initiées par des industriels à l'époque. Et puis, deuxième étape importante, c'est autour des années 20, sous l'impulsion de l'abbé de Vareille, une autre association importante s'est créée pour l'apparition des jardins familiaux. C'est deux associations principales sur l'agglomération se sont regroupées en 2007, donc date plus récente, pour additionner leurs moyens et mettre en commun tout ce qu'ils pouvaient assurer au niveau de l'association. Alors quel est le but de l'association? C'est principalement de mettre à disposition d'un jardinier une parcelle de terrain dont les surfaces moyennes sont de 200 mètres carrés environ, pour qu'il le cultive dans le but principal de se nourrir, et de se nourrir avec une qualité des produits. J'entends beaucoup parler de bio depuis que nous sommes ici, mais c'est du bio, vraiment bio, parce qu'on n'a pas d'autres produits que des produits naturels. L'autre aspect de l'association, c'est de proposer, en collaboration avec les collectivités locales, les services de l'association pour assurer la gestion de ces jardins, puisqu'avec l'expérience, on a acquis un savoir-faire et des personnes disponibles pour s'en occuper. C'est 1000 petites choses à faire au quotidien, mais c'est important de le faire. Et puis, le troisième aspect de l'association, c'est aussi de créer du lien social entre les jardiniers. Dans chacune des sections, en principe, il y a une petite cabane commune, donc le jardinier peut, avec sa famille, éventuellement faire un repas le dimanche et sortir de son appartement. Donc ça crée pas mal de liens. Voilà pour l'essentiel du but de l'association. Comment est gérée l'association? C'est une association loi 1901, donc il y a un bureau qui est composé de 4 personnes, et tous sont bénévoles, bien sûr. Et il faut savoir que sur les 4 personnes, pour gérer l'ensemble des jardins de l'association, c'est à minima 2 jours par semaine, par personne, de consacrer à la gestion de ces jardins. Donc c'est assez chronophage, si je puis dire. Mais les gens le font avec plaisir parce il y a combien de membres aujourd'hui? Alors, on a environ 1000 jardins sur le territoire de la métropole, répartis sur 25 sites. C'est une tendance qui s'est rétrécie? Alors, une tendance qui est assez constante. On a des demandes importantes. Sur les 1000 jardins, on a un turnover de 10% à peu près. Et la liste d'attente, c'est 3 à 4 ans. Ah oui. Donc, si on avait beaucoup plus de parcelles, on serait très heureux.
Bon. Alors, il y a peut-être juste... Et la liste d'attente se réduirait bien évidemment. Voilà. Alors, ensuite, il y a des liens qui se sont créés au sein de l'association entre le jardinier et l'association, des liens contractuels de mise à disposition de parcelles avec un règlement interne et des conditions fixées pour l'exécution des travaux, en particulier l'interdiction des pesticides. Enfin, l'aspect environnemental est pris en compte de façon importante. Enfin, pour faire vivre cette association, eh bien, nous ne disposons que des participations des jardiniers qui annuellement versent une participation pour la mise à disposition de cette parcelle. Et ça constitue... la partie financière venant des jardiniers constitue 90% de notre budget. Gérard Pellissier, vous vouliez compléter ce que vient de dire votre collègue ? Oui, je n'ai pas l'habitude de me trouver derrière un micro, mais enfin bon. Je voulais dire que j'ai 68 ans, 50 ans de carrière dans l'industrie, j'ai travaillé 50 ans, 45 ans de jardinage, retraité depuis 10 mois, donc le jardin ça concerne. Voilà, mettez bien votre micro contre le... Oui, voilà. Je suis dans les jardins familiaux environ depuis 20 ans. Nous avons des parcelles, comme mon collègue vous a dit, environ de 200 mètres carrés. Cela permet de récolter des légumes pendant la belle saison et même de faire quelques conserves ou de congeler des légumes. Exemple, les haricots. Nous profitons aussi de notre jardin l'hiver. Certains légumes se gardent l'hiver, les poireaux, les salades, il y a des salades d'hiver, les choux. Donc on en a encore l'hiver, on mange les courges qu'on a produites l'été. Donc le jardin, ça nous apporte beaucoup, puisque une bonne partie de l'année, on n'achète pas de légumes, on a des légumes du jardin. Manger des bonnes tomates, alors que tous ceux qui sont passés devant nous, là, ils vous proposent des tomates. Quand elles poussent en serre, vous ne trouverez jamais le même goût que celles qu'on mange nous. Hein. Même ça, c'est un détail. J'ai rien contre... il faut bien nourrir toute la population. Hein, c'est pas, voilà. Après, moi, je pense que les jardins ouvriers sont aussi utiles pour la nature. Parce que dans nos jardins familiaux, quand c'est la saison de la nidification, vous avez toutes sortes d'oiseaux qui viennent vers nous. Ils viennent pour chercher de la verdure, chercher des insectes, chercher de l'eau, parce que vous ne trouvez plus en ville une fontaine. Les oiseaux, nous, on leur met des petits bacs, ils se baignent. La nuit, c'est les hérissons. Les insectes, c'est les abeilles qui viennent polliniser, mais à la fois, je demanderais bien ça à un apiculteur. Maintenant, l'été, elles consomment de plus en plus de prunes, par exemple, où elles ponctionnent le sucre. Je ne sais pas si c'est un manque qu'elles ne trouvent pas assez dans la nature. Voilà. J'habite Villeurbanne depuis très longtemps et j'observe la nature. Et à Villeurbanne, vous ne voyez plus une hirondelle. Les martinets arrivent au mois de mai, à mi-mai à peu près, et fin juillet, ils s'en vont. Donc s'ils s'en vont, c'est qu'ils ne trouvent plus assez à manger. Ils n'ont plus d'insectes nécessaires à leur vie, parce qu'avant, ils partaient beaucoup plus tard. Ils partaient quand les froids arrivaient, mais pas avant. Voilà, c'est toutes des choses. Moi, je pense qu'on fait partie de la nature. Sur la planète, je pense qu'on est des locataires et que si on ne fait pas quelque chose dans quelques temps, là, tout le monde parle beaucoup de changements, bien sûr, faire du bio. Je jardine depuis très longtemps et passer au bio, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de très facile. Le sol, il faut qu'il soit adapté. Il faut savoir servir de purin, de tas de choses comme ça qui permettent de cultiver autrement. Alors, je ne sais pas à grande échelle pour nourrir les gens comment ça se passe, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà. Je crois que beaucoup de gens partagent votre avis, monsieur. Merci beaucoup. Jérémy Camus, juste pour conclure, de ce que j'entends quand même, c'est qu'il y a quand même une alimentation qui est accessible à tous via des initiatives locales. Il y a un mot quand même qui a été prononcé quasiment partout, c'est le mot de lien. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Non, la réaction, peut-être... effectivement, il y a des choses qui existent et c'est important ici que ces acteurs s'expriment, à la fois pour inspirer ceux qui ont envie de rejoindre ce genre de démarche, mais aussi de montrer que c'est possible, que ce n'est pas des initiatives isolées, de moins en moins isolées, et que le grand défi, c'est de changer d'échelle, en fait.
l'idée n'est plus d'innover. Les acteurs, ils ont déjà innové, ils ont déjà essuyé les plâtres, ils ont déjà testé. Maintenant, on doit aller plus loin. Vous avez la chance d'avoir là un panel de personnes qui vous ont déjà montré des démarches, mais il y a d'autres démarches aussi. Désolé, c'est pas pour que vous preniez ombrage, mais il y a plein d'acteurs qui aujourd'hui, Épicerie sociale et solidaire, et je crois que je reconnais encore, c'est votre promo aujourd'hui, Épicentre, vous allez les voir. Le schéma des épiceries sociales et solidaires, les jardins familiaux, mais il y a aussi la forme de jardin partagé. Donc comment on rend l'espace public nourricier. Et donc ça, c'est une grande démarche. C'est à peu près, pour votre info, 100 hectares de terrain aujourd'hui sur la métropole consacrés à des jardins familiaux ou des jardins partagés. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, on est en train de modifier les documents d'urbanisme qui limitaient en fait le développement de ce type de démarche sur la métropole pour augmenter la surface de culture pleine terre en plein centre-ville. Dans le 8e arrondissement, on a une démarche, par exemple, d'un maraîcher sur 500 mètres carrés chez un bailleur social. Il a été à un moment donné contraint pour développer son activité parce que simplement, il ne pouvait pas mettre une cabane de jardin parce que les documents d'urbanisme l'empêchaient de mettre une cabane de jardin. Ce qui est complètement fou, mais ça veut dire qu'on réinvente totalement la culture même de l'aménagement urbain. On ne pense plus le végétal seulement sur du végétal pelouse avec des beaux parcs. Maintenant, la population elle en demande de ce caractère nourricier avec... Vous avez d'autres démarches, les incroyables comestibles, avec la possibilité d'aller vous-même vous servir dans l'espace public pour aller chercher vos fruits qui poussent à des arbres. Et la ville de Lyon commence à développer ce schéma-là. Donc, juste que dire que la métropole, elle est là pourquoi ? Elle est là pour faciliter, par exemple, sur les thématiques du foncier. Puis elle est là surtout pour accompagner les acteurs, à ce que je vous disais tout à l'heure, changer d'échelle et s'aimer. Il y a la notion de désert alimentaire tout à l'heure qui a été annoncée. Mais sur la métropole, il y a des déserts alimentaires et la crise sanitaire l'a clairement identifié. Parce qu'il n'y a pas d'endroit de proximité pour consommer. Pour reprendre vos propos, l'un des grands défis, c'est de développer ces approches le plus proche possible des habitants pour qu'un jour, des gens qui passent devant, qui se disent « tiens, c'est quoi ce truc-là ? On ne sait pas », rentrent et viennent se servir et se rendent compte que finalement, ils peuvent mieux se nourrir, mieux s'alimenter leur famille. Et merci à Dounia, si je ne m'abuse, pour votre témoignage parce qu'il était très précieux et on ne se connaissait pas et ça fait du bien d'entendre que ce qu'on essaye de mettre en place à un moment donné, ça atterrit concrètement dans un foyer. Donc merci beaucoup pour vos témoignages, c'était passionnant. Alors, merci beaucoup pour vos témoignages. Ils ont été d'autant plus intéressants qu'ils étaient du coup un peu plus longs que ce qui était prévu. Donc je suis désolé, on n'a du coup pas de temps à réserver pour les questions. J'en suis désolé. Simplement, je pense que les personnes qui sont sur scène, les participants, pourront tout à fait répondre à vos questions en dehors de la salle, puisqu'il y a une autre table ronde qui est prévue dans 10 minutes. Voilà. Merci en tout cas de votre présence.